Bonjour et bienvenue dans Pour ne rien dire, une série de vidéos consacrée à l'analyse de discours et d'argumentation. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous parler d'un sujet d'actualité, l'islamo-gauchisme. Si le sujet est polémique, il est aussi bien plus complexe qu'il n'y paraît. Et contrairement aux apparences, l'islamo-gauchisme n'a rien à voir avec l'université, mais plutôt avec la sphère politique. Petit rappel des faits. Le 22 octobre 2020, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, officialise le lancement d'une campagne chargée de jeter le discrédit sur le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Après avoir, dans un premier temps, tempéré les propos de Jean-Michel Blanquer, c'est la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, qui en rajoute une couche le 14 février 2021. 2 jours plus tard, elle annonce qu'elle souhaite diligenter une enquête à propos de l'islamo-gauchisme dans les universités. Deux ministres en place vont donc se liguer pour tenir le même discours, à savoir le fait qu'il y aurait une peste islamo-gauchiste qui gangrènerait le monde des universités. Et puis après, ça s'envenime. La conférence des présidents d'université, le CNRS et les sections CNU réagissent. Plusieurs personnalités du monde de la recherche en France et à l'étranger se mobilisent pour soutenir les universitaires français. Puis il y a l'affaire Sciences Po Grenoble et l'UNEF qui se retrouvent sous le feu des critiques. Le risque, c'est que ça continue comme ça encore longtemps. Mais alors en fait, c'est quoi l'islamo-gauchisme ? Ça, en fait, on n'en sait rien. Et à vrai dire, l'islamo-gauchisme n'existe pas. Il n'y a pas d'association islamo-gauchiste ou de parti politique islamo-gauchiste qui se réunirait en cachette au sein des universités. En revanche, le mot existe. On dit souvent qu'il a été popularisé par Pierre-André Taguieff, politologue, dans un ouvrage paru en 2002. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Le mot lui-même circule dans les milieux d'extrême droite et a connu une popularité croissante dans les années 2000 et 2010. Si ça n'existe pas, pourquoi tout le monde en parle ? Pour commencer, on remarque que l'islamo-gauchisme est ce qu'on appelle en linguistique un mot valise. J'aurais pu prendre une valise, pas grave. Il est en fait constitué de 2 autres termes pour n'en former qu'un seul. C'est un mot qui est utilisé pour insulter ou jeter le discrédit sur la communauté universitaire, mais qui en dit en fait surtout long sur ceux qui l'utilisent. Ils veulent dire quoi alors, ceux qui utilisent le mot islamo-gauchisme ? D'abord, le terme lui-même est confus. Islamo joue sur une confusion entre islamisme et islam, ce qui fait qu'on ne sait pas vraiment si le mot concerne l'intégralité des musulmans ou bien les fondamentalistes islamistes. Pour gauchisme, c'est tout aussi imprécis. Vu la quantité de courants qui existent à gauche, entre les sociodémocrates, les écologistes, le Parti communiste, on ne sait pas vraiment exactement de quoi il s'agit. Et surtout, en regardant le contexte d'utilisation du terme, on peut très vite comprendre le positionnement politique de ceux qui utilisent islamo-gauchisme. Et c'est quoi ce positionnement politique ? Eh bien, si on traite quelqu'un d'islamo-gauchisme, c'est qu'on n'apprécie pas vraiment ni l'islam ni la gauche. Or, ceux qui n'apprécient pas la gauche se situent plutôt à droite, a priori. Et si on combine un des amours de la gauche et de l'islam, on se retrouve plutôt à droite de l'échiquier politique, dans un spectre qui irait de la droite conservatrice à l'extrême droite. Mais du coup, ces gens-là, ils veulent dire quoi en parlant d'islamo-gauchisme ? Bon, parce qu'on n'a pas bien le rapport avec l'université. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas très clair. Si on prend par exemple les publications de l'Observatoire du décolonialisme, sorte de blog réactionnaire animé par quelques chercheurs, on remarque très vite que le terme islamo-gauchisme est utilisé comme un mot ombrelle qui regroupe plusieurs choses. On y retrouve ainsi pêle-mêle les études décoloniales, les études de genre, l'écriture inclusive ou encore les études intersectionnelles. Ah ouais, c'est quand même bien le foutoir là. En fait, pour mieux comprendre cette polémique, il faut analyser les arguments de ceux qui utilisent le terme islamo-gauchisme. La question est la suivante. Que reprochent ces gens-là aux universitaires français ? Pourquoi tant de haine et une déferlante médiatique aussi agressive ? Le premier reproche est probablement l'un des plus délirants. Il y aurait en fait à l'université des profs qui embrigaderaient les étudiants, leur farciraient la tête avec des théories ubuesques. Ils les transformeraient en véritables zombies islamo-gauchistes pour former des brigades militantes chargées de renverser la République. Ah ouais, rien que ça. D'abord, effectivement, l'université est un lieu de discussion et de débat politique. C'est même son rôle principal en démocratie. À partir du moment où on forme des individus à réfléchir sur des idées, des pratiques ou des métiers, il est normal que les consciences politiques en deviennent plus mûres, plus solides. Comment ça se passe à l'université d'ailleurs ? Eh bien déjà, il faut savoir que pour embrigader toutes les étudiantes et les étudiants, il faudrait que tous les profs de licence ou de master, quelle que soit leur discipline, tiennent exactement le même discours. Et c'est possible ça ? C'est impossible, c'est méconnaître le fonctionnement de l'université. Dans tous les cours qu'ils ont, les étudiants côtoient des enseignants aux discours très différents, voire parfois contradictoires. C'est justement tout l'intérêt de l'université. Le but, ce n'est pas la recherche de la vérité, mais de la connaissance. Pour cela, on questionne et on interroge à partir d'une pluralité de points de vue. Surtout, il y a toujours eu du militantisme à l'université, de gauche comme de droite d'ailleurs. Si on regarde la pluralité des syndicats étudiants et enseignants, on remarque que ces mouvements militants concernent l'intégralité du spectre politique.
D'ailleurs, les choses sont claires, ceux qui font la chasse à l'islamo-gauchisme oublient qu'il y a aussi du militantisme d'extrême droite à l'université. On ne les a d'ailleurs pas beaucoup entendus en mars 2018, quand le doyen de la fac de droit de l'université de Montpellier évacuait manu militari les étudiants grâce à des groupuscules d'extrême droite. On ne les entend pas plus quand il s'agit, par exemple, de condamner les dérives militantes qui ont lieu à la fac d'Assas, dont la réputation en la matière n'est plus à faire. Donc ça valide le fait que ceux qui traitent les islamo-gauchistes, mettons, se situent plutôt à droite de l'échiquier politique. En fait, ils accusent les islamo-gauchistes de faire du militantisme, mais en disant ça, ils font du militantisme de droite, c'est ça? C'est exactement ça. En bref, l'université est un lieu politique tout simplement parce que c'est une institution centrale dans la vie démocratique. D'ailleurs, dans l'histoire, à chaque fois que des mouvements démocratiques et progressistes ont eu lieu, les étudiants et les universités ont toujours été en première ligne. On peut citer mai 68, la chute des dictatures soviétiques en Europe de l'Est, plus récemment les printemps arabes ou encore les manifestations à Hong Kong ou Myanmar. On remarque toujours à quel point la mobilisation des universités est vitale pour la démocratie. Tout ça c'est très bien, mais ça n'explique pas pourquoi les théories regroupées sous le terme d'islamo-gauchisme sont ciblées avec une telle violence. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est qu'on insiste à une surpolitisation de quelque chose de finalement assez régulier dans l'histoire des idées. Il y a constamment de nouveaux courants épistémologiques qui interrogent les théories et les sciences et qui proposent de porter un nouveau regard sur le monde et les sociétés. Mais ici, on accuse ces nouveaux courants, comme les études intersectionnelles, les études de genre ou les études décoloniales par exemple, d'être importés des États-Unis. Comme si tout ce qui venait des États-Unis était forcément mauvais et viendrait corrompre la pureté philosophique des universités françaises. Ah ouais, c'est carrément la rhétorique du grand Satan qu'on retrouve dans la bouche des fondamentalistes iraniens par exemple. Ce n'est pas totalement faux en effet. Le concept d'intersectionnalité par exemple a été proposé par l'universitaire américaine Kimberly Crenshaw pour décrire les spécificités de l'afroféminisme. Ce concept permet de voir que les formes de discrimination ou de domination peuvent s'accumuler ou fusionner en fonction des catégories de population. Cela se fait en fonction de leur genre, par exemple, de leur classe sociale, ou encore de la manière dont les sociétés les racisent, c'est-à-dire renvoient leur couleur de peau à des représentations qui les accompagnent. Ce concept est intéressant et utile, car il permet de saisir en fait les complexités et les subtilités des phénomènes de discrimination. Il permet également d'en saisir l'étendue des enjeux sociaux et politiques. N'étant toutefois pas spécialiste de la question, ou le mieux placé pour parler de ce sujet-là, allez plutôt regarder d'autres vidéos, comme celle que je vous propose juste en dessous de celle-ci. Le plus amusant, c'est que plusieurs de ces concepts, qui ont effectivement vu le jour dans le contexte universitaire nord-américain, sont en fait influencés par ce qu'on appelle la French Theory. Il s'agit notamment de Pierre Bourdieu, de Michel Foucault, ou de Jacques Derrida, pour n'en citer que quelques-uns. En gros, au niveau des idées, c'est un peu une sorte de match-retour. Pas exclusivement, bien sûr, ce serait réducteur, mais il s'agit de dire que les idées voyagent de pays en pays et d'époque en époque. Les universitaires se lisent mutuellement, s'influencent et font évoluer leurs concepts, leurs disciplines, leurs méthodologies. Que ce soit en sciences humaines ou en sciences dures, c'est pareil. Et tant mieux. C'est tout l'intérêt de la recherche que de susciter des dialogues féconds et des échanges fructueux. Et au sein des études post-coloniales et décoloniales, par exemple, tout est très loin de venir des États-Unis. On peut citer par exemple la théoricienne indienne Gayatri Spivak, ou encore la philosophe argentine Maria Lugones. Toutes deux ont nettement posé leur empreinte dans ces courants-là, qu'il s'agit d'ailleurs de ne pas confondre. On pourrait citer encore 1000 autres chercheurs pour multiplier les points de vue épistémologiques, notamment lorsqu'ils viennent d'autres continents ou de pays non occidentaux. Au final, c'est plutôt une bonne chose que les idées circulent. Et ça montre qu'on a envie de s'ouvrir sur le monde et de pas rester dans la bulle des courants de pensée occidentaux quand même, non ? Il n'y a pas que ces idées qui circulent d'ailleurs. La rhétorique conspirationniste qui vise le prétendu islamo-gauchisme à l'université est quant à elle d'inspiration nord-américaine. Non. Sérieux ? Eh oui, le coup de la panique morale qui mettrait en danger la société tout entière, c'est un schéma argumentatif assez classique. Il a été théorisé par David Horowitz, figure militante de la droite conservatrice américaine, qui appelle à viser le cœur plutôt que la tête. Il s'agirait de tout faire pour faire haïr le camp adverse afin de gagner des adhérents et des électeurs. Il faudrait donc taper directement au sein des universités, en raison précisément de son rôle démocratique. En gros, tout cela n'est pas exactement le fruit du hasard. C'est d'ailleurs exactement ce que fait l'Observatoire du décolonialisme, le blog réactionnaire dont j'ai déjà parlé. En utilisant l'argument fallacieux de l'homme de paille, qui consiste à créer de toute pièce une créature fictive et épouvantable, ils ne débattent jamais du fond des questions épistémologiques. Ils construisent de toute pièce un fantasme contre lequel il faudrait se battre et utilisent des moqueries ou des sarcasmes. D'ailleurs, ils ne se sont jamais vraiment renseignés au sujet des études qu'ils prétendent critiquer. Leur ton pamphlétaire n'a franchement rien à voir avec la posture scientifique. Et de plus, ils utilisent systématiquement des arguments d'autorité pour justifier leur positionnement. Un argument d'autorité ? Tout à fait. En gros, il faut les écouter parce qu'ils sont chercheurs. Le problème, c'est qu'ils utilisent leur posture sociale de chercheurs pour proposer un discours qui n'a absolument rien de scientifique. C'est comme un animal empaillé en quelque sorte. À l'extérieur, ça a l'air vivant,
mais à l'intérieur, ça n'a rien à voir. On est en fait dans ce qu'on appelle l'ultra-crépidarianisme, soit la propension à parler de ce qu'on ne connaît pas en pensant qu'on y connaît quelque chose. Et ça, c'est grave. On a le droit, bien sûr, en tant que chercheur, d'avoir des opinions, mais pas si on les fait passer pour de la science. Et ça délégitime totalement le rôle de la science dans la société, alors que beaucoup de mal a déjà été fait à ce sujet. On pourrait citer le professeur Raoult, par exemple. Ici, on a donc affaire à un bloc d'opinion, et pas un observatoire au sens scientifique du terme. Attention à la confusion, car elle induit forcément en erreur. Les sciences humaines n'ont pas vraiment besoin d'avoir leur professeur Raoult. Pas vraiment. À vrai dire, on a parfaitement le droit d'être en désaccord avec les courants épistémologiques que j'ai cités. Dans ce cas, on peut discuter, débattre, échanger et réfléchir. Les universités, avec leurs colloques et leurs conférences et leurs journées d'études, sont faites pour ça. Évidemment, d'un côté comme de l'autre, quand on refuse de débattre de manière saine sur des questions de fond, alors on finit par dire n'importe quoi. Et pourtant, ces personnes qui disent n'importe quoi le disent sans arrêt. Elles passent leur vie à dire qu'on ne veut plus rien dire et le claironnent partout, à la radio, à la télé, dans les journaux. C'est précisément cette omniprésence médiatique qui doit faire réfléchir. Les personnes qui attaquent les études qu'elles regroupent injustement sous le terme islamo-gauchiste se présentent souvent comme minoritaires, exclus ou discriminés. Bien, ces personnes qui organisent cette chasse aux sorcières, en ciblant explicitement des chercheuses et des chercheurs et en les livrant souvent à la vindicte des internautes. Cela prouve bien la dimension politique et assez malhonnête de ce débat. Ils se présentent comme harcelés, mais ce sont eux les harceleurs en fait. D'une certaine façon, c'est un peu ça. D'ailleurs, si on se penche sur le poids réel des études décoloniales et intersectionnelles dans les publications en sciences humaines, par exemple, on obtient des chiffres assez éloquents. Sur Open Edition, portail de publication consacré aux sciences humaines, on remarque qu'en 2011, ces études ne constituaient que 2,5% des publications. Puis, toutes disciplines confondues, elles ont évolué pour atteindre les 3,5% péniblement en 2020. Ah ouais, effectivement. On est loin de la gangrène quand même. En bref, ces études constituent clairement une minorité des articles publiés sur le sujet ces 10 dernières années. En plus, elles montrent que la France a un sérieux retard à rattraper sur ces sujets en matière de recherche. C'est peut-être lié à une forme de conservatisme idéologique. En fait, c'est la défense politique de ce conservatisme qui empêche le débat d'idées. En plus, exiger une enquête sur ces sujets de recherche à l'université, comme l'a proposé Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, constitue une atteinte grave au principe de liberté académique. C'est pour ça qu'il y a eu une levée de bouclier si massive de la part du CNRS, de la conférence des présidents d'université ou des sections CNU. Bref, de toutes les institutions officielles qui représentent l'université et la recherche en France. Sans compter bien sûr les tribunes signées massivement par un grand nombre d'enseignants-chercheurs. Même à l'étranger, dans plusieurs pays, les universitaires se mobilisent pour dénoncer ce qui se passe en France. Ça n'est pas rien, et ça souligne l'absurde gravité de la situation. Bon ok, ça c'est la recherche, mais il y a quand même du militantisme, non ? Il est normal et plutôt simple de questionner l'ordre établi dans nos sociétés. Les questionner grâce à de nouvelles idées et de nouvelles pratiques, en soi, ça n'a rien de répréhensible. C'est ce que propose par exemple la politologue Françoise Vergès, la journaliste et auteure Rokhaya Diallo, ou bien encore l'universitaire et réalisatrice Mame Fatou Niang. Pour répondre à la question, bien sûr qu'il y a du militantisme. Vu leur portée d'analyse critique et leur manière d'observer les phénomènes sociaux, ces courants d'études inspirent les mouvements militants. Comme d'autres avant eux, et probablement d'autres après eux. D'ailleurs, du militantisme, il y en a partout, dans la presse, la culture, la santé, le monde associatif, et même dans les entreprises. Et c'est plutôt un signe de vitalité démocratique. Mais alors, qu'est-ce qui pose problème dans ces liens entre recherche et militantisme ? D'abord, il faut savoir que le militantisme n'est pas un gros mot. Ce n'est pas quelque chose de sale. C'est grâce à des combats militants qu'on a pu obtenir le droit de vote des femmes, la fin de la peine de mort, le droit à l'avortement et tout un tas de choses qui nous paraissent si normales aujourd'hui. C'est donc plutôt une bonne chose du point de vue du progrès des sociétés. La tradition militante, notamment à gauche, est souvent inspirée par des courants de pensée et d'analyse des phénomènes sociaux. Mais en France, ces études injustement qualifiées d'islamo-gauchistes sont perçues comme constituant une menace pour la République. Pour certains, le modèle républicain est érigé comme une véritable chapelle à laquelle il ne faudrait surtout pas toucher. Et en France, on confond souvent démocratie et république, qui sont en fait deux choses différentes. Ok, ça c'est une autre histoire, mais pourquoi ces études sont-elles perçues comme une menace pour la République française ? C'est délirant, non ? Pas tant que ça, la République française repose en partie sur une tradition universaliste très forte, qui souhaite considérer les femmes et les hommes au-delà de leurs origines. Ce que disent ces courants d'études, c'est qu'il s'agit un peu d'angélisme. Dans la vraie vie, l'universalisme est souvent loin des préoccupations concrètes des gens. On discrimine les gens en fonction de leur couleur de peau, de leur appartenance religieuse, de leurs origines, de leur handicap, en France autant qu'ailleurs. Ce n'est pas parce qu'on répète qu'on est universaliste, comme un mantra, que ça va faire changer les choses d'un coup de baguette magique. C'est ce qu'on appelle la parole performative, non ? Exactement. Et la République française fonctionne beaucoup là-dessus. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de citer la devise républicaine de façon incantatoire pour que les citoyennes et les citoyens deviennent égaux.
Ça ne marche pas comme ça, c'est plutôt malhonnête. Et en plus, un tel aveuglement ne fait que renforcer les discriminations. C'est exactement pareil pour les réunions en non-mixité, par exemple. Ces réunions permettent à des personnes qui partagent des expériences similaires de discrimination de pouvoir échanger et d'envisager des actions. Ce type de réunion est une pratique courante qui existe en fait depuis des décennies, du féminisme par exemple, jusqu'aux victimes de violences ou d'addiction. Pourquoi est-ce que ça devrait être interdit aux discriminations sociales ? La réalité, c'est que ça redonne du pouvoir de parole et d'action à des communautés qui en ont besoin. Ça fait toujours peur à ceux qui détiennent le pouvoir et qui se voient comme les gardiens du temple. En gros, c'est une sorte de républicanisme qui fonctionnerait comme une religion d'État et qu'on ne pourrait pas remettre en question. Disons que ça y ressemble. La République française fonctionne avec sa liturgie, ses rites, ses textes sacrés et ses réflexes dogmatiques. Et ça, c'est bon pour personne. C'est peut-être pour ça que ces nouveaux courants d'études sont reçus avec autant de violence en France. Parce qu'ils remettent la réalité des faits sociaux au cœur d'un modèle républicain qui refuse de les regarder. Mais ça n'empêchera pas celles et ceux qui s'y consacrent de continuer à faire leur métier de chercheuses et de chercheurs. Donc restons alertes, informons-nous et cessons de faire enfler inutilement cette polémique stérile. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que nous à la faire. N'hésitez pas à commenter ou à poser des questions, nous serons heureux de vous répondre. À la prochaine, et merci de consulter les liens notés en dessous de la vidéo.